Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, comme chaque semaine, nous allons passer en revue avec vous des sujets toujours passionnants que vous avez dénichés, on va dire, en consultant et les sites d'information et, on va dire, la littérature spécialisée en matière économique et sociale. Et le premier thème dont vous vouliez parler, eh bien, il se rapporte aux indépendants. C'est très important, les indépendants en Israël, parce qu'il faut le rappeler, je fais ça en introduction, les indépendants n'avaient pas la possibilité, n'avaient pas l'obligation de cotiser pour leur retraite jusqu'en 2017. Désormais, c'est une obligation pour eux. Et c'est vrai que sans retraite, eh bien, ils se retrouvaient souvent dans une situation extrêmement difficile, en particulier les chefs de très petites entreprises, donc dans une situation difficile. Là, maintenant, ils sont obligés de cotiser, mais apparemment, tout le monde ne cotise pas. Oui, la presse financière cette semaine a fait les gros titres sur 50 000 indépendants qui ont reçu une lettre de l'État, enfin de celui qui est chargé de vérifier que les gens cotisent à leur retraite. Et ils ont dit, vous n'avez pas cotisé comme la loi demande depuis 2017. 50 000, ils parlent de 400 000 personnes indépendants qui auraient dû le faire, et là-dessus, 50 000 qui ne l'ont pas fait. Maintenant, encore une fois, cette obligation d'après la loi de cotisation ne concerne pas tout le monde. C'est pas énorme, parce que ça veut dire qu'une très forte majorité le fait, alors que la loi est rentrée en vigueur il y a à peine 2 ans. Quoi. Quand même, c'est quand même beaucoup, il me semble. 50 000 sur 800 000, oui. Sur 400, c'est beaucoup, il me semble. Maintenant, je veux, comme ça, la chose suivante. Elle ne concerne pas tout le monde. D'abord, celui qui avait 55 ans au moment où la loi est passée n'est pas obligé de le faire. Il peut le faire, il a des avantages fiscaux pour le faire, mais il n'est pas obligé. Deuxièmement, seulement c'est quelqu'un qui a 21 ans ou plus qui doit le faire. Donc ça qu'ils ont restreint. Maintenant, il y a 2 tranches. C'est par rapport au salaire moyen. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le salaire moyen en Israël, comme dans d'autres pays. C'est ils parlent de 8 000 shekels pour les indépendants. Et donc, il y a une première tranche qui a 4 000 shekels, après une deuxième tranche. Maintenant, ce qui est très, très important, c'est qu'il y a 2 tiers qui sont pour la retraite et 1 tiers qui a été fait au cas où l'indépendant a été obligé de fermer son commerce pour quelque temps, ce qu'on appelle le chômage. Il y avait jusqu'à maintenant un chômage uniquement pour les salariés, et maintenant il y a aussi un chômage pour les indépendants. Une indemnisation de chômage, ils sont obligés de fermer, qu'ils n'ont pas retrouvé tout de suite. C'est très important, ça permet même au niveau, ils sont pas obligés de faire, mais même au niveau de leur vie professionnelle, de tirer un peu de l'argent, bien sûr sans impôt, sur ce qu'ils ont économisé. Maintenant, il y a des chiffres qui sont sortis de la presse pour montrer l'importance de devoir cotiser le plus vite possible. C'est bien, ils ont parlé que, par exemple, si vous cotisez à partir de 25 ans, oui, vous aurez 3 fois plus au moment où vous trouvez la retraite. Par contre, si vous le faites 10 ans après, ou 20 ans, ça fait moins. Donc, c'est important de le faire. Les sommes, c'est pas énorme. Et en plus de ça, la loi a fait qu'au même moment, elle a baissé pour les indépendants la cotisation Bitoach Leumi. Donc, elle a voulu faciliter cette possibilité de faire la retraite en donnant les avantages fiscaux, en baissant le Bitoach Leumi. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Bien, alors, il y a énormément de possibilités de le faire. Il y a en Israël beaucoup de produits financiers qui font la retraite. Il y a des produits, ce qu'on appelle même Brerat Merda, c'est-à-dire l'État fait que ça a le moins de frais de gestion. Et il y a énormément de produits. Chacun peut choisir ce qu'il veut. C'est important parce que, y compris pour les Olim Hadashim, c'est important pour ceux qui se lancent dans la création d'une entreprise, une petite entreprise et qui ont des difficultés. Il est impératif donc de prélever de l'argent, de vos même les maigres revenus, afin de pouvoir avoir une retraite. Mais il faut bien avouer qu'il y a une différence entre la retraite d'un indépendant et la retraite d'un salarié, parce que la retraite d'un indépendant, la retraite d'un salarié, elle est en partie payée par le salarié, en partie par l'employeur. L'indépendant, il est obligé de payer tout. Exactement. Oui, mais il a d'autres. Et vous savez, il n'a pas quelqu'un au-dessus de lui pour le travail. C'est ça, oui, d'accord. C'est quelque chose que. Oui, on connaît les avantages et les inconvénients d'être indépendant. Ou d'être salarié. Alors le second titre le second sujet que vous vouliez traiter ce matin se rapporte au fisc qui publie les résultats d'une inspiration nationale. Expliquez qu'est-ce que ça veut dire une inspiration nationale. Non, bicorette, comment dire en français. Une inspection nationale, oui, sur la non-déclaration des locations. Effectivement, on parle beaucoup de location, surtout pendant l'été. Eh bien, il y a une véritable industrie de la location aujourd'hui en Israël. Celle-ci devrait être imposée
elle ne l'est pas apparemment. Tout le monde ne paye pas des impositions, même s'il a des appartements. C'est cela ? Voilà. D'abord, les impôts. Donc le fisc a fait une inspection nationale sur tout le pays et elle a vérifié du nord au sud en passant par le centre pour vérifier si les gens qui ont des appartements, puisqu'ils les voient, ils savent qui a des appartements ou pas, et s'ils les louent et s'ils déclarent. Il y a en Israël à peu près jusqu'à 5 000 shekels, vous n'avez pas besoin de déclarer et vous ne payez pas d'impôts. Et peut-être ça va changer une fois. Le chef nouveau des impôts demande à ce que ça change. Et je pense effectivement que c'est un problème, que c'est c'est par rapport à d'autres produits financiers, c'est quelque chose d'injuste, que ça n'a pas posé, les autres oui. Maintenant, ils ont à partir de 5 000 shekels à peu près, vous devez le déclarer aux impôts et suivant les sommes que vous avez, etc., et votre statut, vous devez payer des impôts. Sur 272 cas qu'ils ont fait, ils ont dit qu'ils ont trouvé que 14% de problèmes. Donc c'est quand même un bon satisfecit pour les gens. Maintenant, c'est très intéressant de dire 2 ou 3 cas qu'ils ont trouvés. Il y avait un monsieur qui avait justement un appartement qu'il louait pour 6 000 shekels. Donc vous direz pas, s'il devait payer pour 6 000 shekels, pourquoi il l'a pas fait? Il a dit, j'étais dans un kibbutz. J'étais membre du kibbutz. Et si on savait que j'avais un appartement que je louais, il m'aurait jeté. Alors, c'était ça sa réponse. Maintenant, il y avait un monsieur qui avait il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs appartements. Il faut comprendre qu'à l'époque, on vient de parler de la retraite, des gens se disaient à l'époque qu'il n'y avait pas une grande retraite. Je vais avoir des appartements, je vais les louer et comme ça j'aurai une rentrée fixe. C'est pas vrai d'ailleurs dans le cas économique financier malheureusement, mais c'est ce que les gens se disaient à l'époque. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'appartements et qu'est-ce qu'ils font? Il y a une partie déclarée, une partie déclarée pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup d'appartements. Il y a quelques gens qui ont beaucoup d'appartements, mais on va dire le commun des mortels n'a pas obligatoirement beaucoup d'appartements. Il y a beaucoup plus que vous pensez, d'après ce que le fisc dit aussi. Et je parle surtout dans l'ancienne génération. Apparemment, vous savez, ça ne coûtait pas trop cer de se faire un petit 2 pièces là et à acheter à l'époque, pas maintenant. Et donc, maintenant d'ailleurs, le ministère des Finances vient de donner un ouvertissement, ce qu'on appelle Al-Kalkalit Rashid. On a une économiste nationale qui vient de dire, faites très attention quand vous investissez dans l'immobilier pour les locations, vous n'êtes pas sûr de retrouver et aussi de pouvoir vendre comme vous voulez. Donc, mais à part ça, il y avait beaucoup qui le faisaient. Alors, il y en a qui avaient plusieurs et il avait oublié une partie d'en déclarer. Et donc, il faut tous les déclarer. Et donc, c'est important de savoir que le fisc a mis son nez là-dessus aussi. Alors, nous allons parler des compagnies financières qui sont allées déposer un recours devant la Cour suprême contre leurs régulateurs. Pourquoi ? Oui, très très important. Nous avons plusieurs fois parlé de ça. Une des grandes réformes qu'a fait Moshe Kahlon, il faut lui donner grâce pour ça. C'est quelque chose de très important, c'est de faire de la concurrence au niveau des crédits. Que c'est pas seulement les banques qui peuvent donner des crédits et c'est pas seulement sur les banques que les gens pourraient investir. Et donc, il a voulu développer de ce qu'on appelle en Israël Chevrot Ashray. On parle même, vous savez, un plus moderne et dans le monde entier, FinTech. Oui. Et il a demandé, et c'est comme ça la loi a fait, que ce qu'on a parlé souvent ici, d'ailleurs c'est elle qui est chargée des retraites, qui s'appelle Reshut Shuk Hahon, qu'elle doit réguler. Et donc, on a dit, voilà, même un changeur, même quelqu'un toute personne dont le métier sera de faire du commerce avec de l'argent, d'en prêter, devra être enregistré dans cette Reshut Shuk Hahon. Il s'agit maintenant, et c'est très important, 1800 personnes ont demandé, ou entreprises ont demandé à avoir la permission de ça. Et ce qui s'est passé, c'est très intéressant, comme beaucoup d'administrations en Israël. Au début, les conditions pour être enregistré étaient extrêmement simples. Vous deviez dire votre adresse, l'endroit, combien, il devait s'assurer qu'il y avait un minimum d'argent dedans et des choses de ce genre. Et que vous n'étiez pas quelqu'un qui est condamnable. Il y a des lois. Et maintenant, la Reshut Shuk Hahon, il y a quelques mois de ça, a voulu passer à une deuxième étape en disant, maintenant, ça suffit plus de donner simplement des détails rudimentaires sur qui vous êtes. On va vous demander comment vous savez que dans 2 ans, vous ne ferez pas faillite. Comment vous savez que ça, comment vous faites ensemble et comment vous gérez, etc. Et ça, c'est des questions extrêmement dures qui n'étaient pas, que des gens qui ont voulu faire ça, un changeur ou n'importe quoi, n'étaient pas obligés de savoir depuis le début de faire ce qu'on appelle en anglais business plan, de vouloir faire ce qui va m'arriver dans plusieurs années, etc. Et donc, maintenant,
sur les 1800, ils disent en plus qu'il y a 20% des cas qui n'ont pas été traités parce que maintenant il y a plus de demandes et plus d'obligations à dire. Et alors, un avocat est venu au nom de 18 compagnies. Il paraît que les autres ont peur de venir à la Cour suprême pour dire stop. La première, on est d'accord, on veut pas non plus qu'il y ait des gens malhonnêtes qui rentrent là-dedans, mais ce que vous demandez, c'est trop. Et c'est intéressant de savoir ce que va dire la Cour suprême là-dessus. D'accord. Alors, dernier titre ce matin dans cette chronique, nous allons parler d'un sujet qui occupe beaucoup le devant de l'actualité, en particulier dans le domaine des transports en commun. C'est cette fameuse ligne ferroviaire entre Jérusalem et Tel Aviv dont on ne cesse de parler. Elle n'est pas encore au point à 100%. On peut y arriver, bien entendu, de Jérusalem à Tel Aviv, mais en faisant escale à l'aéroport Ben Gurion. Mais d'ores et déjà, un audit d'une compagnie allemande fait état de sérieux problèmes de sécurité sur cette ligne Jérusalem-Tel Aviv. De quoi s'agit-il ? Quels sont ces problèmes ? Justement, pour le second tronçon dont vous venez parler, de Ben Gurion, de l'aéroport jusqu'à Tel Aviv, avant de le faire, ils ont demandé, la compagnie demandé à une compagnie allemande qui est spécialisée dans le domaine de faire un audit sur tout point de vue de l'électricité là-bas. Vous savez, tout se marche par l'électricité et il y a souvent des problèmes. Il y a eu des problèmes, vous savez, peut-être vous entendez des fois que l'un ou l'autre n'est pas parti, il y a des retards. Et c'est dû à ça. Et ça peut faire un problème de sécurité parce que si vous êtes au milieu et tout d'un coup ça marche pas, ça peut. Alors ils ont demandé. Que la moitié de la ligne est souterraine, c'est-à-dire dans des tunnels. Exactement. Le problème. Exactement. Oui. Et puis il y a un problème aussi. Ils ont dit ça coûte. Il y a d'autres raisons qui font qu'il faut être extrêmement prudent. Et alors ils ont dit, on va lui demander qu'est-ce que vous pensez du deuxième tronçon. Et eux ils ont vérifié le premier aussi. Et ils ont dit c'est ce que nous voyons sur le premier tronçon nous fait peur. Et il y a des grands problèmes de sécurité. Quoi ? Donnez-nous un exemple. Ils disent, surtout dans le niveau du Hashmat, que d'un coup ça peut s'arrêter, je sais même, j'ai pas vu tout le rapport, mais je sais qu'ils étaient très très inquiets pour la sécurité des gens qui voyageaient dedans. Ouais. Et alors, en terminant cette lettre en disant, c'est pas en disant que tout est en ordre en Israël à Kol Beseder que vous pourrez éluder les problèmes. Alors la compagnie de chemin de fer a répondu que elle a pris en compte les remarques et qu'elle a arrangé ou pas. Je ne sais pas, je peux pas vous dire ce qu'il y a, mais c'est important de savoir qu'il y a ce problème-là et j'espère qu'il sera résolu et que bientôt on aura aussi la seconde tronçon qu'on nous promet pour aller à Tel Aviv. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette chronique hebdomadaire et pour être venu dans notre studio. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine, donc pour une nouvelle chronique économique.